Alors, bonjour. Et tout de suite, la diapositive de titre mérite quelques explications, quelques précisions. Tout d'abord, le terme paléographie. Son champ ici se limite strictement à la forme des signes. Et pour être clair, mes recherches se concentrent essentiellement sur les signes idéosyllabiques des textes d'Ougarit, quelle que soit la langue qu'ils expriment. Donc, je ne travaille pas spécialement sur le hourite. L'examen de chaque nouveau lot, puisque je travaille par lot, l'examen de chaque nouveau lot s'enrichit de l'expérience acquise par l'étude des précédents. Et c'est un travail en cours, à long terme. Ensuite, le mot « suite ». Eh bien, il s'agit du troisième volet consacré au texte d'Ougarit en cunéiforme idéosyllabique exprimant du hourite. Le premier concernait les tablettes musicales. Il a été présenté à la 59e RAI à Gand. Et il est publié dans le RSO 24 qui vient de sortir, qui est présenté à l'entrée de l'amphi. Le second, traitant des vocabulaires à colonne ourite, a été présenté à la 60e RAI à Varsovie, a été publié chez PV Verlag fin 2015. Et ces deux volets ont été réalisés essentiellement à partir des tablettes originales que j'avais numérisées au musée de Damas, réservant à plus tard la numérisation de la bilingue RS 1510 conservée au musée de Tartous. Les tragiques événements que traverse la Syrie ont changé la donne, et je me suis alors reportée sur le moulage conservé dans le fonds Schaeffer du Collège de France. Et enfin, deux noms sur cette page de titre, car pour rendre compte de ce que réservait le verso du moulage et pour faire la synthèse avec ce que la paléographie pouvait apporter à l'étude de la composante ourite à Ougarit, M. Juan Pablo Vita, du CSIC de Madrid, et qui travaille depuis longtemps sur la question des ourites, s'est joint à moi pour l'occasion. Je le représente, il n'a malheureusement pas pu venir. Voici donc la photographie du recto, du moulage de la bilingue 15-10. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une tablette écrite en large et agencée en registres séparés par des traits horizontaux. Le premier et le troisième registre sont des maximes éthico-religieuses en akkadien, un genre propre aux compositions mésopotamiennes, et les second et quatrième registres correspondent à la traduction de ces maximes en ourite. Découverte en 1951 dans ce qui restait de l'effondrement des archives Est du Palais Royal, elle a été publiée par Jean Nouguerol et Emmanuel Laroche dans PRU3 en 1955. Au moment de cette trouvaille, les fouilles de Ras Shamra Ougarit avaient déjà mis au jour des textes religieux ourites alphabétiques, ainsi qu'un vocabulaire syllabique en sumérien et en ourite. Mais on avait affaire ici à un texte que l'on peut qualifier de littéraire. Des textes de ce genre ont été trouvés depuis à Hattusa Ougaskeuy. Cependant, notre bilingue demeure pourtant unique dans le sens où, contrairement à celle de Hattusa, qui sont des traductions de textes ourites en hittite, ici c'est un texte akkadien qui est traduit en ourite. Alors voici le tableau des 70 signes idéosyllabiques composant la bilingue, tels qu'ils apparaissent sur le moulage. Certaines parties étant en moins bon état, il m'a fallu parfois, pour vous les présenter, y substituer des signes saisis sur la copie de Nouguerol. Dans les registres akkadiens, quelques signes ont une valeur idéographique. Dans la partie ourite, seul l'idéogramme de l'argent, ou 3 babars, garde sa valeur idéographique. Tous les autres, à une exception, alors il y a une discussion sur un signe qui pourrait être lu oud, mais bon. Enfin, en principe, tous les autres sont traduits en ourite et écrits syllabiquement. Et comme l'avait déjà constaté Laroche, la forme des signes ne varie pas d'une langue à l'autre. On a bien affaire ici à un seul et même scribe qui, note-t-il avec regret, ne marque pas les espaces entre les mots et dont l'orthographe, dans la partie ourite, est, selon son dire, inconsistante, c'est-à-dire beaucoup de variantes pour un même mot. On va passer aux signes. Alors,
on retrouve, comme sur toutes les tablettes, quelques signes présentant des variantes aléatoires, donc non significatives, c'est-à-dire non significatives pour repérer des mains de scribes ou des traditions scribales. Et vous voyez, bon, les signes là, par exemple, peuvent avoir plusieurs horizontaux, 3 ou 4 sur la bilingue, mais c'est très fréquent. Donc on ne peut pas se fier à ces variantes pour reconnaître, pour identifier une main ou une tradition. Donc c'est le cas de la, le cas de i, pour ce qui nous concerne ici, parce que dans certains cas, i est très révélateur. Le cas du signe chou, du signe na et du signe du pluriel sur cette tablette-là, le signe mèche. Jean Nouguerol, grand épigraphiste, avait déjà noté à propos des signes de la bilingue, je lis sa citation, « Les formes de ces caractères ne se distinguent pas de celles qui nous sont connues par les autres documents d'Ougarit, en particulier les vocabulaires. On ne peut guère signaler à ce sujet que l'aplatissement des signes mous, que vous voyez là-haut, où les obliques deviennent horizontaux, et le petit oblique intercalé entre les deux verticaux de Har, tout en faisant remarquer que ce dernier détail n'était pas sans parallèle à Ras Shamra. Depuis sa publication, la publication de la bilingue, donc d'autres textes portant du hourite syllabique ont été découverts sur le tel. La mise en parallèle de leurs signes avec ceux de notre bilingue montre que certains signes de la bilingue se démarquent de ceux figurant sur les tablettes musicales. C'est donc le cas du signe roux, qui est de type... Alors, je n'explique pas ici tout le procédé, il y a des catégories, enfin, des types qui permettent de distinguer justement ce qui est significatif, ce qui ne l'est pas. Eh bien, pour les signes roux, le type 1 sur la bilingue se démarque des types 2A et des types 2B que vous voyez là-haut. Même chose pour le signe il, sur la bilingue de type 3, sur les musicales de type 2. Le signe Ra, sur la bilingue, il est surchargé, jamais surchargé sur les musicales. Le signe E sur la bilingue, on voit, alors sur la photo, elle est tellement abîmée que c'est difficile, pourtant je vous assure, c'est bien clair. Normalement, on voit que le petit vertical, ici, est en réalité plus bas que le double vertical. La tendance, parfois il est à la même hauteur, mais la tendance est qu'il soit plus bas, ce qui ne se produit jamais sur les musicales. Et enfin, le signe Da de type 1, très différent du signe Da de type 2, comme vous pouvez le voir facilement ici. Alors, ce type Da est également très différent de ceux qu'on trouve sur les vocabulaires à colonne ourite. Alors, sur les la différence entre, comme dit la diapo, la différence de forme entre les vocabulaires à colonne ourite et la bilingue, on les voit beaucoup, surtout dans le signe Da, dans le signe de l'enfant, Dumu, qui est un signe très révélateur, et dans le signe Sha, qui est à un seul vertical sur la bilingue, à 2 sur les vocabulaires, à 3 petits, je parle des petits verticaux. Le signe Dumu, c'est la position du petit vertical ici et l'alignement des têtes des horizontaux qui est différent. Là, c'est le grand, on a un grand vertical et c'est le plus courant à Ougarit, ce type V1, grand V1. Il y a aussi quelques types petit V3+, c'est-à-dire que la tête du troisième est plus avancée. On ne les trouve pas sur la bilingue. Il n'existe pas dans les musicales, n'ont pas le signe Dumu, donc on ne peut pas savoir. Voilà. Mais à partir de ces éléments, on peut donc avancer que nous avons affaire ici à un autre scribe anonyme dont l'écriture se différencie de celle des tablettes musicales et de celle des vocabulaires à colonne ourite et se caractérise, tout comme pour les mots que signalait Nouguerol, par l'aspect aplati de certains signes ainsi que par des signes nous d'un type plutôt rare qui n'est pas sans évoquer le signe ra de l'alphabet ougaritique. Et sur des vocabulaires, on trouve aussi une espèce de parasitage de l'alphabet ougaritique pour des signes idéosyllabiques.
Et puisqu'on parle d'alphabet ougaritique, c'est donc le moment de retourner le moulage et de découvrir que, contrairement à ce que croyaient les éditeurs de la tablette qu'il avait copiée avant nettoyage et moulage, les écrits ne se terminaient pas après la traduction de la seconde maxime. Cachés sous des concrétions et mis à mal par le nettoyage de ces dernières, les 15 premiers signes de l'alphabet ougaritique long, que le scribe s'était appliqué à tracer dans l'ordre, se laissent en effet distinguer avec plus ou moins de netteté sur le bas du verso du moulage. Qu'il s'agisse du même scribe ne semble pas faire de doute. La taille des clous, la forme des verticaux et l'aspect copier-coller des signes chet alphabétique et du signe ti syllabique, voilà, en témoignent. Ce n'est cependant pas le premier abécédaire figurant sur un texte syllabique. En voici un autre, copié plusieurs fois sur un texte dit scolaire, mais œuvre d'un étudiant avancé, comme dit Robert Hollet. Je pense que vous pouvez le voir à l'exposition en dessous. Le moulage est exposé, donc j'ai emprunté cette image à M. Hollet. C'est l'œuvre d'un étudiant avancé, tout comme l'était vraisemblablement le scribe de notre bilingue, qui maniait lui aussi le calame avec dextérité. Et avant de passer à la synthèse, je voudrais faire remarquer que le scribe de la bilingue est allé à la ligne après avoir tracé les 10 premiers signes de l'alphabet, alors qu'il ne manquait pas de place pour continuer à droite. Or, on retrouve cette même séquence de 10 signes, les mêmes, sur d'autres textes scolaires, comme RS 20-164, ainsi que sur RS 19-040, où le maître la donne en modèle à un élève, qui la recopie 7 à 8 fois avant de compléter enfin l'abécédaire. Notre bilingue livrerait-elle ainsi un indice sur les méthodes d'apprentissage de l'écriture alphabétique ? Eh bien, nous reprendrons cette question lors d'une publication future éventuelle. Alors, les textes ourites d'ougarites, donc je vous propose maintenant de faire le point sur ces textes ourites d'ougarites. En faisant l'inventaire des textes ourites d'ougarites par leur lieu de trouvaille, on s'aperçoit que sur l'ensemble des bâtiments où furent trouvées des tablettes, rares sont ceux qui ne recelaient pas de textes portant du ourite. Ainsi, la maison du grand prêtre, sur l'acropole ici, l'ensemble de bâtiments communicants que forme la maison d'Agapchari ici, et celle du prêtre magicien de la zone sud-acropole, ont fourni au moins 11 textes en ourite alphabétique. Ce même locus de la zone sud-acropole a livré 5 autres textes alphabétiques portant du ourite et de l'ougaritique, et écrits, selon Denis Pardy, par 5 scribes différents. Au Palais Royal, ici, ont été trouvés une tablette musicale entière, 52 fragments et 18 éclats du même genre écrits par au moins 5 autres scribes, ainsi que notre bilingue bigraphe, œuvre, on l'a vu, d'un autre scribe encore. Et s'y trouvait aussi une lettre en ourite provenant vraisemblablement de Carchemish. Une autre lettre mixant acadien et ourite a été découverte dans la zone ville sud, ici, aux abords de la maison aux textes littéraires, et un fragment de texte religieux syllabique produit par un autre scribe encore se trouvait dans la maison de Rapanou, ici. Enfin, chez ce même Rapanou, ainsi que dans la maison du grand prêtre, et dans celle d'Ourtenou, ici, ont été mis au jour de quoi distinguer 6 vocabulaires à colonne ourite, dont un bilingue, 2 trilingues, 3 quadrilingues, travaux d'étudiants de 5 scribes différents, ainsi que 16 autres fragments à rattacher à ce type de texte avec plus ou moins de certitude. Et pour terminer l'inventaire, avec plus de réserve toutefois, car sans photo, ni copie, ni transcription, Daniel Arnaud et Kennedy présentent un fragment provenant du Palais Nord de Rassi Benrani comme partie d'un vocabulaire à colonne ourite. Finalement, vu ainsi, de tous les bâtiments ayant livré des tablettes sur l'autel de Ras Shamra, seul le Palais Sud, en bleu,
et la maison de Ratchababou, ici, n'ont pas livré de tablettes avec du ourite. Alors, quelques chiffres au bilan. Au total, 30 textes formellement différenciés, auxquels s'ajoutent 80 fragments, tous genres et tailles confondus. Un nombre relativement faible par rapport à l'ensemble des textes découverts sur l'autel, mais sans tenir compte encore de Rassi Benani, on constate que sur 8 bâtiments ayant fourni des tablettes, 6 ont livré des textes avec du ourite. Ce sont des textes de 4 types: religieux, des rituels, des listes d'offrandes, musicaux, hymniques, scolaires et épistolaires. Ils sont l'œuvre d'au moins 16 scribes différents, sans tenir compte des lettres, ce qui permet de dire qu'à Ougarit, un nombre non négligeable de scribes écrivaient en ourite, ou au minimum avec des éléments linguistiques ourites. Comment situer ce corpus au sein de la société ougaritique, ougaritaine? Les textes de la pratique, rituels, listes d'offrandes et hymnes indiquent que le ourite était en usage dans les temples ou dans les espaces sacrés, et les 2 lettres dans le quotidien de certains services de la capitale. Nous nous étendrons un peu plus sur les textes scolaires. Si l'on se fie à la reconstitution du cursus des apprentis scribes tel que le propose Van Solt, par exemple, il correspondrait à des étapes différentes, parfois très avancées de leur parcours pédagogique. La raison d'être du ourite dans ces textes a engendré diverses hypothèses selon les niveaux où il se situait dans le parcours scolaire. Ainsi, à propos des vocabulaires SA, bien connus des apprentis scribes du monde mésopotamien, où ils sont bilingues, sumériens et acadiens, ils sont à Ougarit tantôt trilingues, tantôt quadrilingues, mais toujours avec une colonne ourite. Jean Nouguerol, dans Ougaritica 5, supposait que les trilingues sumériens, acadiens, ourites avaient été conçus dans un milieu ourite et avaient précédé l'édition quadrilingue sumérien, acadien, ourite, ougaritique. Pour Van Solt, si l'apprentissage des vocabulaires SA se pratiquait, comme c'est vraisemblable, à un stade assez élémentaire des études, l'ajout d'une colonne supplémentaire dans la propre langue du scribe se justifiait comme un soutien mémoriel. En suivant Nouguerol et Van Solt, on pourrait avancer qu'à Ougarit, les vocabulaires SA trilingues étaient au départ des exercices d'étudiants d'expression ourite que des élèves ougaritophones, pour les mémoriser à leur tour, recopiaient sous forme de quadrilingue en y ajoutant une colonne ougaritique. C'est une hypothèse. Autre exemple, sur la tablette bilingue Harahubulu 2, d'un niveau plus élevé que les vocabulaires SA, il y a carrément substitution de la colonne acadienne par une colonne ourite. Était-ce pour aider les scribes ouritophones à mieux comprendre et à mieux apprendre la terminologie juridique sumérienne de la première colonne, ou bien était-ce une forme d'exercice d'apprentissage du ourite, tant la vocalisation de cette langue est, dans ce texte, atypique, comme nous le faisait remarquer M. Giorgieri. Enfin, notre bilingue RS 1510, texte sapiential acadien traduit en ourite, serait quant à elle l'œuvre d'un étudiant avancé maîtrisant les 2 langues et initié ou s'initiant à l'alphabet. Tout ceci semble indiquer qu'à Ougarit, le ourite se pratiquait de manière active à l'école, où il faisait partie du domaine professionnel d'une partie des scribes. Car si les textes scolaires montrent qu'il y avait des élèves ouritophones, on peut penser qu'il y avait aussi des maîtres ouritophones. Sur l'ensemble des textes ourites ou avec des parties en ourite syllabique et alphabétique de Rachamra, les ouritologues estiment que le ourite d'Ougarit relevait d'un dialecte différent de ceux des mondes hittites ou syriens, tout en leur étant très apparenté. Ajoutons que le ourite atypique que porte la liste Harahubulu 2, suméro-ourite de la maison du grand prêtre dont nous venons de parler, ainsi que l'usage incorrect du principe grammatical de la suffixe Aufnahme dans les textes ourites alphabétiques, vraisemblablement lié pour ce dernier cas à l'influence directe de l'ougaritique et de son état construit sur le ourite exprimé, montre l'existence de différents niveaux de maîtrise de la langue. Il semble clair qu'à côté de scribes ouritophones, œuvraient des scribes ougaritophones qui écrivaient du ourite sans le maîtriser complètement. C'est dans ce contexte professionnel plurilingue que l'hypothèse d'une collaboration entre scribes ouritophones et ougaritophones pour l'adaptation réussie
de l'alphabet cunéiforme ougaritique au ourite serait à envisager. La culture, eh bien, par certains aspects, le ourite d'Ougarit s'inscrit donc dans une culture originale. Je rappellerai en effet que seul Ougarit a produit des textes ourites dans une écriture autre que le cunéiforme idéosyllabique mésopotamien, que les tablettes musicales et les vocabulaires à colonnes ourites ne se rencontrent qu'à Ougarit, et enfin que certains traits grammaticaux ne figurent aussi que sur les textes ourites d'Ougarit. On a ainsi affaire à une culture vivante, très proche des cultures ourites qui se sont développées dans le monde hittite. Comme l'a signalé M. Giorgieri encore, les textes ourites d'Ougarit montrent des liens étroits avec la tradition ourite telle qu'elle s'est développée à Hattusavurasköy, ainsi qu'avec la diffusion de la culture religieuse et littéraire ourite du nord de la Syrie et du Kizzuwatna. Avant de conclure, il faut rappeler que bien des aspects de la composante ourite d'Ougarit restent encore dans l'ombre. On n'en citera que deux exemples. Pour l'écrit en 1962 dans Syria 39, Jean Nouguerol posait avec beaucoup de pertinence la question à ce jour sans réponse claire du rôle des ourites comme intermédiaires des traditions babyloniennes à Ougarit. Et pour l'oral, l'usage du ourite hors du milieu scribal et professionnel du palais est très plausible, mais en évaluer l'étendue s'inscrit toujours dans le champ des hypothèses. Enfin, nous avons voulu terminer cet exposé en revenant à la paléographie. En effet, la diversité des traditions paléographiques qui se rencontrent sur les textes ourites syllabiques et que nous avons évoquées tout à l'heure est certainement significative. On observe que les types de signes attestés sur ces tablettes, lorsqu'ils sont marqueurs non pas de mains de scribes, mais de traditions ou d'écoles scribales différentes, sont largement représentés dans les autres productions des scribes de Ras Shamra, et sans être pour autant les seuls. L'ensemble des textes syllabiques d'Ougarit, quelle que soit la langue qu'ils véhiculent, montre une sorte de foisonnement de traditions paléographiques plus ou moins distinctes, contrairement à ce qui ressort des autres sites contemporains, où elles sont généralement plus uniformes. À ce titre, la diversité de traditions visibles sur les textes ourites syllabiques et leur appartenance au fond commun des signes d'Ougarit témoigneraient à la fois de la formation éclectique de ces scribes et de l'étendue de son enseignement. Je vous remercie.